Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes Kevin Dernel et François Strickers, cofondateurs de Visual Scaling. On a lancé cette série parce qu'on est convaincu d'une chose. L'éducation et la formation sont aujourd'hui, plus que jamais, ce qui est le plus important dans la société comme dans les entreprises. Le Skillcast, c'est notre façon d'ouvrir des discussions franches avec celles et ceux qui innovent, expérimentent, doutent parfois, mais avant tout, font l'éducation et la formation de demain. À chaque épisode, on donne la parole à des invités qui partagent leur point de vue, leurs méthodes, leur retour d'expérience. On y parle pédagogie, edtech, éducation, hybridation, technologie, enseignement. Mais surtout, on essaye de comprendre comment on apprend aujourd'hui et comment on apprendra demain. Pas de discours théorique, pas de recettes toutes faites, juste des conversations utiles pour celles et ceux qui font du learning un levier d'impact. Bienvenue dans le Skillcast. Bonjour à toutes et à tous. Pour cet épisode du Skillcast, on a la chance de recevoir Sébastien Place, qui travaille aujourd'hui chez Microsoft Education. Sébastien, éventuellement, si tu peux revenir un petit peu sur ton parcours pour nous expliquer un petit peu ce qui t'a amené là-bas et ce que tu fais dans la vie. Oui, avec plaisir. Donc, à la base, moi, je suis professeur de sciences dans l'enseignement secondaire. Et assez rapidement, j'ai travaillé sur pas mal de projets liés aux nouvelles technologies. Si on remonte dans le temps, ça s'appelait le Passeport TIC. Donc, c'était un projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour promouvoir l'apprentissage de la bureautique dans les écoles. Donc, c'était une sorte de cours facultatif que les écoles pilotes pouvaient choisir de déployer et de faire passer aux élèves. Au terme des 2 premières années du secondaire, les élèves avaient une sorte de petit brevet, disant qu'ils savaient gérer du traitement de texte, du tableur et du diaporama. Et donc, voilà, comme j'étais jeune prof, je venais d'être recruté, on m'a dit ça tu vas t'en occuper, tu as l'air d'être à l'aise avec l'ordinateur. Et donc, j'ai donné ça pendant mes 2-3 premières années. Et après, j'ai glissé vers majorité les cours de sciences, qui sont ma spécialité pédagogique à la base. Et ensuite, progressivement, j'ai commencé à déployer des petits projets numériques dans les écoles, nouveaux sites web, sélectionner une plateforme de bulletins électroniques, déployer un espace collaboratif en ligne, un espace cloud, etc. Et donc, j'ai glissé de fonction de prof à coordinateur technique, ICT, en école, avec des heures de coordination détachement, de temps partiel jusqu'à temps plein là-dedans. Et puis ensuite, de là, j'ai été recruté par Microsoft en Belgique, Luxembourg, pour gérer le pôle éducation, donc l'ensemble des écoles, primaire, secondaire, enseignement obligatoire. À peu près en 2018, hein. Ouais, c'est ça, en 2018. Et alors, donc au début, je travaillais vraiment sur le segment de l'enseignement obligatoire, avec mon collègue de l'époque, Benjamin, qui lui gérait l'enseignement supérieur. Et puis, depuis 2021, si je dis pas de bêtises, j'ai glissé vers la gestion globale du segment d'éducation, enseignement-formation en Belgique-Luxembourg pour Microsoft. Et ici, plus récemment, depuis juillet, je me focalise vraiment sur l'enseignement supérieur et également la recherche scientifique. Et alors, c'est vrai qu'on peut te suivre pas mal sur les réseaux, notamment avec une chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu toute la démarche ? Oui, donc ça, c'est des initiatives un peu bénévoles, personnelles. Donc, il n'y a pas de business model derrière, il n'y a pas de monétisation, il n'y a rien du tout. Ça remonte, donc à la base, c'était même avant d'être recruté chez Microsoft. Je commençais à bloguer à l'époque. C'était vraiment la période, disons, 2015, l'émergence du blogging WordPress un peu en masse. Donc, j'étais fort dans cette tendance à ce moment-là. J'avais commencé un blog technopédagogique où je partageais simplement à ce moment-là soit des outils, soit des pratiques que je déployais dans mon école en documentant, mais c'était finalement plus pour une sorte de journal de bord, un peu plus pour moi-même même qu'autre chose. Et ensuite, quand j'ai un peu mis ça de côté, quand j'ai commencé à travailler chez Microsoft, et le truc est revenu en 2020, parce qu'au moment du confinement, tout d'un coup, on avait tous beaucoup de temps libre. Et il y a eu ce besoin technologique mondial des écoles d'avoir des outils. Et donc, tant qu'à avoir du temps libre, je me suis consacré full-time pendant les 2 grands confinements à faire de la veille et de l'éducation technopédagogique sur les outils Microsoft en ligne, vraiment full-time. Et donc, j'ai réactivé ce blog pour avoir simplement, à la base, un lieu de dépôt public pour y déposer les liens vers les vidéos. Du coup, j'ai aussi réactivé la chaîne YouTube que j'avais juste ouverte à l'époque, mais je n'avais pas encore utilisée. Et 2-3 autres sources. Et donc, j'ai recentralisé ça sur ces canaux, juste pour que les gens qui me suivaient puissent avoir un point de chute où retrouver l'ensemble des contenus. Puis voilà, les confinements sont passés, le Covid, etc. Et ces audiences sont restées, ont même continué un peu à grandir parce que les gens
trouvé utile de pouvoir aller consulter des ressources vulgarisées sur les outils MS. Et donc, je continue à faire ça, mais avec moins de régularité. J'étais full-time dessus pendant Covid. Là, maintenant, je fais une publication. Allez, au mieux, j'essaie de faire une mensuelle ou une fois tous les 2 mois avec un petit update, et parfois en vidéo, parfois en post, parfois en newsletter. Et donc, ça a glissé même plus vers le format newsletter maintenant, où j'essaie de faire la synthèse de tout ça. Et on est quand même, si je dis pas de bêtises, on a passé les 6000 abonnés à la newsletter. Donc, c'est quand même assez impressionnant pour quelque chose d'assez niche, quoi. Je veux dire, il y a des newsletters beaucoup plus lus, mais compte tenu que ça ne s'adresse qu'au secteur de l'enseignement francophone centré sur les technologies Microsoft, c'est plutôt cool. Et plusieurs milliers d'abonnés aussi à ta chaîne YouTube. Et Oui, je pense qu'on est à 3000. On a passé les 3000 ici assez récemment. C'est vrai que c'est une niche qui est extrêmement réduite au final. 3000 sur pas beaucoup de gens au final. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que je me dis que sur le secteur niche qui est le cible, elle a quand même du succès, donc voilà, elle a le mérite d'exister. On invite vraiment les auditeurs à s'abonner à ta chaîne YouTube. On mettra les liens. La newsletter, on mettra les liens. Moi, je la reçois chaque mois. C'est toujours, si vous voulez être au top sur tout ce qui se fait. Le prochain numéro est en préparation. Il devrait partir, je pense, d'ici la fin de semaine. N'hésitez pas. Alors, première question, et c'est un peu le sujet du jour avec toi et puis avec le second invité aussi, avec toi plus dans l'éducation, mais enseignement supérieur et recherche, mais aussi enseignement obligatoire. On nous promet, je viens moi-même de publier, je viens de suivre un long certificat online de niveau universitaire sur l'IA générative, avec le focus évidemment, puisque c'est notre spécialité, d'encore mieux l'utiliser ou d'accompagner nos clients à l'utiliser dans l'éducation. Donc on nous promet aujourd'hui, on nous annonce, ça dépend comment on prend les choses, une véritable révolution éducative. Est-ce que tu penses que c'est le cas déjà, et comment est-ce que tu vois l'IA générative dans les écoles? Est-ce qu'on est prêt pour ça? Est-ce que c'est souhaitable? Qu'est-ce que toi tu vois aujourd'hui là-dessus? Selon le niveau de la question, la réponse ne peut pas être la même. Est-ce qu'on est prêt? Non. ça, c'est sûr, mais c'est toujours. Enfin, on n'est jamais prêt de toute façon pour les grands virages technologiques dans le secteur de l'éducation, et pas que, parce que ça évolue vite, ça évolue fort. Et il y a toujours une latence de toute façon au niveau de l'adoption et au niveau de la stratégie, et c'est normal, et je dirais même que c'est sain dans une certaine mesure. Par contre, le challenge, il est toujours d'éviter de louper le train. Ce qu'on a déjà vu dans plusieurs révolutions un peu numériques au niveau de l'enseignement, la révolution web, on l'avait complètement loupé au niveau du secteur de l'enseignement. Même encore avant ça, quand tu dis, si je puis me permettre, on l'a complètement loupé, qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est pas moi qui le dis, mais ce sont les chiffres et les statistiques qu'on a vus. C'est-à-dire que l'arrivée du web a été très très mal anticipée dans le secteur éducatif à la base, puisqu'on était resté à l'époque sur l'idée que le savoir et les compétences dans leur transmission allaient rester liés à du support papier, du syllabus, et la connaissance et l'intelligence, je ne vais pas dire individuelle, mais on se comprend, de l'enseignant ou de l'enseignante qui fait face à son groupe. L'arrivée du web a changé beaucoup de choses au niveau de l'accès à la connaissance et a développé une vague de fonds qui a explosé dans les années 2010, disons grosso modo, de remise en question de la position du sachant ou de la sachante, de l'enseignant, enseignante, formateur, formatrice, avec de la compétition d'informations en allant pouvoir se documenter auprès d'autres sources validées, qui peuvent être d'autres sources académiques ou qui peuvent être des sources externes. Et on va prendre l'exemple très simple de Wikipédia. Je veux dire, ça parlera à tout le monde. Je pense que ça illustre assez bien ce que je veux dire. Je me rappelle, au tout début de mes années d'enseignant, au tout début des années 2000, Wikipédia était diabolisé au possible. C'était un torchon dans lequel n'importe qui pouvait écrire n'importe quoi. Dixit, de grands académiciens et académiciennes de l'époque. Maintenant, Wikipédia est un projet collectif, libre, qui est défendu bec et ongle et soutenu par le monde académique, plus que jamais. Mainstreamisé. Exactement. Et donc, j'aime bien... Voilà. Et là, on est sur 20 ans à peu près d'horizon, et on voit comment les positions ont changé.
Et du coup, c'est de ça que je parle à titre d'exemple. C'est un exemple spécifique, hein, Wikipédia, mais par rapport à l'approche du web qu'on a connue début des années 2000 dans le monde de l'enseignement et ce que c'est devenu dans les années 2010 puis les années 2020. Il y a eu le même problème de train manqué plus tôt également. Là, on est déjà dans les années 70-80, disons, avec la révolution média. Les médias et leur adoption dans le monde de l'enseignement et de la formation, ça a été extrêmement mal géré à l'époque, puisque on l'a tous connu. Comment est-ce que le média a été approché en termes d'outils pédagogiques dans les écoles? On nous tapait des VHS. Oui. On allait regarder un film en cours de religion, de philo, de morale, qu'on allait ensuite critiquer, analyser. On allait regarder un film en VO sous-titré quand on avait de la chance pour un cours de langue. Dance, moi j'avais vu ça à l'époque 3 fois, je crois, sur ma scolarité. J'avais fait l'enseignement catholique, mais c'était un exemple. Vous voyez ça en cours de néerlandais, puis on le revoyait en cours de religion. C'est assez rigolo. Et de manière générale, et c'est pas sorcier, je veux dire. Hein, je reviens vers les cours de sciences. Aussi bien la VHS puis que le DVD, c'était on va passer ce contenu média et on va espérer finalement que ce contenu média fasse la transmission de connaissances, de compétences, de savoir. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on va aller faire quoi? On va faire un petit quiz de compréhension. Oui, est-ce qu'ils ont bien écouté? Mais finalement, on n'a pas mobilisé les médias correctement. On ne se les a pas appropriés à l'échelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont fait des tentatives ou qui ont innové avec, attention. Mais je parle toujours de facteurs d'échelle critique provoquant une bascule et une adoption massive. Combien on a vu d'enseignants faire de l'enregistrement, radio, médias, vidéo, créer des contenus vraiment audiovisuels internes dans les écoles en vertu pédagogique. Je veux dire, voilà, c'est resté très niche. En effet. C'est vrai qu'il a fallu attendre presque 40 ans pour que ça commence à se développer. Hein. Mais ça a commencé un tout petit peu avant, toutes les cellules MOOC, ce genre de trucs ont commencé à apparaître. Une espèce de l'avènement de la technopédagogie, comme ça, qui a commencé aux alentours de 2015-2016. C'est là que ça a boomé. Alors Exactement. que c'est des médias qui étaient... Bon, on peut raisonnablement dire que dans les années 70-80, c'est vrai que le média existe, mais les moyens de production du média sont toujours extrêmement coûteux, extrêmement difficiles à utiliser pour que ce soit raisonnable, quoi. Mais c'est vrai que la démocratisation matérielle s'est faite presque 15 ans dans l'adoption. Donc il y a toujours un délai, quoi. Tout à fait. Et puis, en parallèle de ça, tu as aussi l'accélération technologique qu'on évoquait en préambule, hein, qui va avec une pente toujours plus forte. Et donc, c'est vrai que des échelles de temps, là, on a parlé de 40 ans, on a parlé de 20 ans, on a parlé de 10 ans. Ça, c'était des échelles de temps dans l'enseignement qui paraissaient tout à fait naturelles il y a encore peu de temps. Et maintenant, on considère que quasiment un trimestre, c'est le bout du monde. On est encore à l'âge de pierre à ce moment-là, quoi. C'est une double contrainte. Les technologies bougent vite et donc il y a cette pression de l'adoption parfois un peu trop accélérée de certains secteurs, notamment l'enseignement, par rapport à cette nouvelle technologie, versus prenons le temps de prendre du recul, d'analyser et de voir comment déployer. Et c'est toujours un équilibre finalement qu'il faut trouver entre les deux, parce qu'aucune des deux postures extrêmes n'est jamais bonne, dans la mesure où si on attend toujours trop d'avoir les validations, eh bien, on a raté, comme avec les 2 exemples qu'on vient de citer, la transition. Et si on va trop vite, on va faire les choses mal et on peut même s'orienter dans de mauvaises directions techniques ou technologiques ou pédagogiques. Donc voilà, c'est pour ça que on est dans un secteur qui a beaucoup plus de challenges que les autres, parce qu'on peut à la fois pas se louper, mais on peut également perdre le fil et perdre les avantages par rapport à d'autres secteurs comme le privé. Et donc, par rapport à l'IA, c'est particulièrement intéressant parce qu'on a constaté une adoption extrêmement rapide de ces outils. N'importe quelle vidéoconférence, présentation, keynote qui vous parle d'IA sort évidemment ces fameuses timelines avec les vitesses d'adoption des grandes tendances technologiques ou des applications web les plus connues. Tu parles en général ou dans l'enseignement, ce compris? En général. Là, c'est Okay. tout public, hein, mais on voit vraiment qu'au niveau citoyen-citoyenne, les adoptions de Facebook, TikTok, Instagram étaient, voilà, à un moment donné, ces vagues déferlantes extrêmement massives, et que l'IA générative menée principalement par OpenAI et ChatGPT a battu tous les records, etc. etc. Oui, On a tous vu ça passer. Je ne veux pas dire que c'est devenu une arlésienne, mais presque. Donc, par rapport à ça, ça ne peut pas ne pas avoir d'impact sur le monde de l'enseignement, parce que ça veut dire que s'il y a cette adoption
citoyenne. Ça veut dire que parmi le secteur de l'enseignement, des enseignants, des directeurs, des directrices, des administratifs, des étudiants, des étudiantes ont forcément opéré déjà cette adoption culturelle de ce type d'outils au niveau de leur vie privée. Et donc, ça va créer de la porosité par rapport au secteur professionnel d'activité. Et donc, il y a des challenges inédits qui émergent de ça. Dans le monde de l'enseignement, particulièrement au niveau de l'adoption technologique, comme on l'a dit, il y a peu de moyens. Il y a peu de personnes qui sont également libérées, on va dire, pour pouvoir effectuer ces soutiens à l'adoption et la formation. Pas vous que je vais le dire non plus, hein, c'est un peu votre raison d'être également, de pouvoir aider à pallier en tout cas à ces lacunes. Mais ce qui est particulièrement intéressant et inquiétant en même temps dans le secteur de l'enseignement, c'est qu'à cause de tout ça, il y a un phénomène particulier de shadow IT qu'on va rencontrer beaucoup on plus connaît dans très ce bien en secteur. entreprise aussi. Le même On le problème. connaît déjà beaucoup en entreprise, mais dans le monde de l'enseignement, il explose. Alors, on explique peut-être le shadow IT en deux mots. Si tu veux bien Ouais. expliquer. Donc, le principe du shadow IT, d'ailleurs, encore un de ces termes anglo-américains, c'est une pratique assez simple. Ça consiste, le shadow IT, quand un utilisateur ou utilisatrice au sein d'une entreprise ou d'un service public ou d'une école ou d'une université va choisir d'utiliser ses propres outils numériques sans suivre les directives et les guidances de la hiérarchie et de son organisation. Alors on peut y voir un acte d'indépendance intellectuelle, voire de rébellion, qui peut être très saine, mais il y a évidemment là derrière Les risques. des risques. Et il y a également des réglementations d'un point de vue vraiment légal sur les données personnelles, les données institutionnelles, les données des individus, la cybersécurité. Et en fait, utiliser un peu tout ce qu'on trouve comme ça en éparpillant des fichiers, des ressources, des contenus ou des informations, quelles qu'elles soient, sur des étudiants, des étudiantes, des collègues, son institution, n'importe qui, n'importe quoi, qui fait partie de ce périmètre, c'est de l'exposition de données sans autorisation. Et donc, il y a cette difficulté particulière qu'on rencontre dans le monde de l'enseignement. Du coup, si on refait notre parallèle avec les outils d'IA générative, c'est ce qu'on constate partout. C'est-à-dire que les gens, maintenant, qui ont adopté ces technologies dans leur vie privée, vont se dire, ça peut m'aider dans mon travail. Je vais donc prendre mes fichiers de cours de mon école, même si moi, je les ai créés pour ma fonction de professeur, ces contenus, les réponses de mes élèves, par exemple, même si je les anonymise, les fichiers éventuellement directives que je reçois de ma hiérarchie, les éventuelles notes qu'on a prises avec des collègues. La réponse du papa de Kevin, là, dans ta exactement. vidéo. Ouais, tout à fait. Que j'ai revu ce matin. Voilà. Oui, je te laisse expliquer l'exemple. Hein, le papa qui se plaint d'une sanction. Voilà, tu citais l'exemple avec qu'est-ce qu'on peut faire avec Copilot pour s'aider. Ça, un email d'un parent fictif que j'avais inventé qui se plaint du comportement, d'une sanction donnée à son enfant, etc. Dans un email envoyé à la direction, et je prends l'exemple de comment on peut utiliser Copilot en tant qu'IA générative pour gagner du temps en faisant une réponse polie, bien structurée, relativement institutionnelle, et qui permet de mitiger, on va dire, cet incident et de pas passer une heure à reformuler le truc pour que ça colle. Mais donc, typiquement, si je reviens sur notre exemple de Shadow IT, si je prends le contenu de ce mail envoyé par le parent, que je le copie, que je le colle dans mon outil de chatbot personnel que j'utilise dans ma vie privée de tous les jours, eh bien, je vais exposer plein de données qui sont issues de cet email à la société qui gère cet outil de chatbot que j'ai choisi d'adopter dans mon privé, parce que j'ai peut-être pas un outil qui est basé en Europe au niveau de son stockage ou de son process de data, j'ai peut-être pas lu les terms and conditions, j'ai peut-être une version dite gratuite, entre guillemets, on sait toujours ce que ça veut dire, c'est-à-dire que normalement il y a un business model derrière qui est plutôt sur le data treatment de ces informations. S'il n'y a pas de prix, c'est que c'est nous le produit. Voilà, c'est vrai pour toutes les grosso modo, et voilà, mais c'est marqué dans les terms and conditions qu'on ne consulte pas. Mais donc, tout ça fait que les informations issues de cet échange, que j'ai juste copié-collé pour construire une réponse que je vais recopier-coller dans l'email, eh bien, j'ai fait sortir de la donnée. Et ça, c'est un énorme problème, parce que j'ai eu beau anonymiser, les modèles de langage et les IA en général, actuellement, sont plus que jamais capables de croiser plein d'informations. Et donc, il y a des profils d'utilisateurs qui sont créés. Donc, si j'utilise des outils grand public d'IA générative dans ma fonction institutionnelle d'école, je vais forcément à terme
cumuler une série de micro-informations au niveau de mon profil Ça finit dans par cette être plateforme IA désanonymisé quelque part. qui vient désanonymiser, parce qu'à force de croiser toutes ces choses, des informations sur ma localisation géographique, parce que dans mes chats perso, je mentionne parfois des recherches d'informations peut-être pour trouver, je sais pas, un restaurant dans ma région ou des choses comme ça, plus des informations recroisées avec peut-être à un moment donné la mention du nom de l'école qui apparaît quelque part, des recherches d'informations Internet. Les modèles IA actuellement vont pouvoir, au niveau du data treatment qui est fait dans les business models de ces sociétés, recroiser ces informations dans mon profil et donc, comme tu le disais, désanonymiser. Donc, on ne peut plus se baser là-dessus, on ne peut plus négliger le shadow IT. Donc, le challenge actuellement, c'est pas finalement de se dire bannissons l'IA générative des institutions et interdisons aux professeurs et aux étudiants de l'utiliser. Ça ne marche pas. Bon, il y a eu des tentatives. Il y a ce genre de choses. Voilà, il y a eu des tentatives. Il y a déjà depuis 2 ou 3 ans de chartes qui ont été établies au départ. Et très très vite, ça a rétropédalé et on est plutôt allé vers de l'adoption pilotée, c'est-à-dire des chartes institutionnelles qui définissent quels sont les outils d'IA génératifs qui sont approuvés par l'institution, voire déployés par l'institution. Et donc, ces outils-là ne sont pas là pour dire on a choisi les outils qui sont meilleurs que les autres. On va revenir sur cette notion, je pense, après, de la perception qualitative par l'utilisateur d'un outil de GenAI. Parce qu'on va voir que ça peut être un peu piégeant. Versus les vérifications de contrôle et de protection des données dans le déploiement de ces outils par l'institution et les règles qui sont mises en place de gestion de ces outils pour garantir en fait que tout ça est utilisé dans un périmètre qui est contrôlé et qui évitera que les données puissent fuiter à l'extérieur. C'est l'enjeu qu'on voit, nous, si on fait le parallèle avec le monde de l'entreprise, où on est plus, en tout cas pour l'instant, c'est exactement le même enjeu qu'on vit actuellement. L'enjeu de conformité, c'est vraiment la préoccupation numéro 1. Maintenant, c'est la préoccupation numéro 1. Elle a un avantage, c'est qu'elle peut se résoudre par les options techniques qui existent sur le marché, par une bonne gouvernance, par toute une série de choses. Maintenant, l'autre point qu'on voudrait voir avec toi sur cette question de l'adoption dans les institutions d'enseignement, c'est pas tellement sur la partie gouvernance et conformité, c'est plus sur la partie maturité numérique, pour ce qui est de l'implémentation de ça. Alors, je pars d'une réflexion personnelle et je te l'envoie pour voir ce que tu en penses. Moi, j'ai l'impression qu'avec l'IA générative dans l'enseignement, on fait un saut temporel et technique tellement grand par rapport aux compétences informatiques réelles qui sont effectivement exploitées. J'ai l'impression que c'est une fuite en avant. Tu vois un petit peu. C'est-à-dire que l'enseignant, ne parlons même pas de l'élève, parlons juste de l'enseignant, n'a pas encore implémenté dans sa pratique quotidienne, c'est-à-dire toutes les technologies précédentes. Et donc on est déjà sur la suivante, tu vois, pour ne pas rater le train, comme tu disais. Et j'ai un peu l'impression que c'est une fuite en avant. Comment tu vois le... J'aime bien l'image de la fuite en avant, mais je la positionnerai pas pour les mêmes raisons. Ok. Il y a un côté fuite en avant pour pas mal de gens, je pense, au niveau du secteur enseignement, parce que l'adoption facilitée de ces IA génératives et des nouvelles maintenant générations, Agentic AI et même les SLM ou l'IA non conversationnelle, parce qu'il ne faut pas négliger que ça reste quand même le cœur de la majorité de l'utilisation de l'IA d'un point de vue technologique. Mais les chatbots ont apporté cette interface unique qui donne de l'illusion de facilité. On va plutôt dire ça. C'est plutôt une illusion de facilité. Et du coup, il y a, comme tu le disais, pour les technologies précédentes, les personnes ont eu besoin, dans le monde de l'enseignement, beaucoup d'accompagnement, de formation, d'avoir une sorte de cursus un peu technique. On l'avait vu, les centres de formation, les centres de compétences, les organismes et les agences de formation qui ont accompagné ce secteur et d'autres sur les transitions numériques précédentes. On va dire qu'on avait une approche relativement mathématique ou rationnelle. La problématique est A, l'outil est B, voici comment utiliser B pour résoudre A. C'était ça. Avec l'IA générative, ça ne fonctionne plus comme ça. Parce que le champ d'action et de liberté d'interaction est tellement large que les enseignants et les enseignantes vont, chacun et chacune, partir un peu dans des directions différentes. Il y en a qui vont y voir un véritable assistant anthropomorphisé un petit peu, avec lequel dialoguer, brainstormer sur la création de ses cours et de ses contenus. Il y en a d'autres qui vont le voir vraiment pour
plutôt ce que c'est, disons, un objet technique et technologique qui a une apparence de dialogue, mais avec lequel je vais me contenter d'affiner peut-être des parties de mon contenu ou me faciliter mon flux de travail dans la création de certains blocs de mes leçons, de mes cours, croiser certaines informations, travailler de la mise en page, tu vois, accélérer un petit peu plutôt des différents points de friction dans ma création de contenu pédagogique. Personnel, c'est ma vision des choses. Mais, et alors, également d'autres choses où on peut observer et interagir avec l'objet de chatbot pour ce qu'il est, avec son groupe, avec sa classe, et tu vois, et le mobiliser. Et puis, tous les entre-deux qu'on va retrouver dans cette ligne, dans cet axe, et tous les croisements qu'on peut en faire. Tu vois, il y a ça qui... C'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'une médiation technique pour la prise en main de ce genre d'outil. Puisque pour la première fois, tu as un outil qui est capable de te donner une réponse en lui demandant, si tu lui poses la question, comment est-ce que je peux t'utiliser ? Tu n'avais jamais ça avant. Mais c'est un piège. Et là, tu as raison. Parce que, de nouveau, ces personnes-là vont probablement, pour celles avec lesquelles on échange et qu'on rencontre régulièrement, se voir décerner une forme d'illusion. C'est-à-dire que, on sait bien, en fonction de la manière dont on pose les questions à ces agents, à ces outils, ils vont orienter d'une certaine manière la proposition de réponse. Et donc, on pourrait y voir, tu vois, du biais ou un enfermement dans un certain axe, en fait. Voilà. Et donc, c'est sur ce point-là qu'il faut avoir beaucoup de vigilance. C'est que ça risque de plus en plus d'être utilisé dans des boucles, en fait, par les utilisateurs et utilisatrices. Tu veux dire standardisé à terme Limiter, en tout cas, orienter la pensée, biaiser la forme pédagogique. Je pense qu'il y a une étude assez récente que j'ai vue passer la semaine dernière, il me semble, qui a montré, qui était une étude relativement méta, si je ne m'abuse, sur justement la modification des contenus pédagogiques par un groupe de formateurs et formatrices utilisant majoritairement de l'IA générative pour produire ces contenus versus la qualité d'un cursus standard. Et j'essaierai de retrouver ce lien pour vous le partager, on le mettra dans les ressources. Et donc, en lisant les résultats de cette étude, on montrait que la qualité des contenus pédagogiques générés par IA, au final, s'avérait relativement basse. Et je trouvais ça intéressant. Assisté par l'IA ou produit par l'IA ? Produit par IA. D'accord. Donc là, vraiment, ça, des gens, les gens qui le font des gens directement. qui caricaturent finalement la proposition initiale, parce que la proposition initiale n'a jamais été l'IA générative va remplacer le rôle de formateur, formatrice, enseignant, enseignante. Ça n'a jamais été le propos tel qu'il a été exprimé, mais ça a été interprété, ça a été refantasmé, ça a été recommuniqué ensuite sur les réseaux sociaux. Ce qui a été beaucoup, en tout cas dans le monde de l'entreprise, qui a été beaucoup dit depuis un an, depuis 3 ans maintenant. Ça fait un mois que ça martèle vraiment, cette histoire-là. Je dirais... alors, on le voit moins, mais ça a été tout le temps... Oui, l'IA ne va pas vous remplacer. Par contre, si vous ne l'utilisez pas, votre concurrent qui l'utilise va vous remplacer. Ça a été systématique. Et ça, c'était très, très fort le message, notamment dans toutes les professions brain, dont moi je suis issu, le consulting, les startups, toutes celles qui sont actives dans ces secteurs-là. Je lisais encore ce matin, je discutais avec quelqu'un de charmant et se reconnaîtra sur LinkedIn, qui est actif dans la formation IA et qui dit, et j'ai beaucoup de respect pour ça, mais c'est un peu dans ce mouvement-là, oui, on va doubler la productivité avec l'IA. Donc, sous-entendu, si vous n'utilisez pas, vous allez perdre 50% de productivité par rapport à votre concurrent qui l'utilise. Moi, je trouve qu'on sent déjà maintenant qu'on est dans une phase post-lune de miel de l'IA. Ça commence. Il faut toujours se méfier des prophéties autoréalisatrices. Puis les gens s'en rendent compte, il y a un déficit qualitatif. C'est de ça que je te parlais. Dans le mois qui vient de passer, on en a vu passer plusieurs, des études ou même des retours de grands cabinets de conseil qui ont vraiment mis le paquet sur l'intégration d'outils AI pour augmenter leurs collaborateurs. Et ils se rendent compte aujourd'hui que le coût d'utilisation, le coût de correction sur les livrables, etc., ça dépasse le coût de production initiale. Il faut déployer intelligemment. Et ça, c'est la clé de la chose. Et c'est là où on fait le nœud avec tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que si on revient sur cette problématique donc de la qualité de production et de la fuite en avant, pourquoi est-ce qu'on voit des gens qui foncent dans ces productions de contenu,
on a cette boucle où nos utilisateurs, utilisatrices, enseignants, enseignantes, qui sont des early adopters, donc vraiment de l'IA générative, vont peut-être, pour certains ou certaines, tenter le jeu de faire produire du contenu directement par IA, principalement. On peut remettre une petite couche de narratif, on peut reformuler, mais si on fonctionne vraiment comme ça, on va en effet alors s'enfermer dans une dégradation potentielle de qualité de contenu, parce que ça n'a plus aucun intérêt. Là où ça devient plus intéressant, c'est quand on prend l'IA générative et maintenant l'IA agentique et les nouvelles formes vraiment d'IA qu'on propose sur le marché, comme plutôt des objets, des interfaces, disons, de consultation de contenu. Là, ça peut être beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire qu'au lieu de, se limiter à « je vais utiliser des grands modèles pour m'aider à préparer ma leçon, disons… Et donc finalement, ça devient du Google glorifié avec de la formulation. Voilà, c'est ça. On retranspose les mauvaises pratiques qu'on avait vues au moment de l'émergence des moteurs de recherche dans notre petit historique. Ça ne marche pas, ou ça marche un temps. C'est-à-dire qu'on constate en effet une accélération de production, une quantité de production plus grande, mais du coup une masse d'informations avec la qualité globale qui descend, et du coup une pollution, finalement une autopollution des contenus qui serviront eux-mêmes à générer la phase suivante de production de contenu à partir de ça. Donc c'est pas génial. Là où on a vu des choses par contre plus intéressantes, c'est évidemment de commencer par exemple à créer des agents qui vont être nourris avec des sources de données propres, créées vraiment au sein de l'institution pour faciliter certains processus. Il y a plein d'expérimentations qui sont d'ailleurs encore en cours. Donc là, on se retrouve totalement déconnecté de la recherche Internet. On est vraiment dans de l'intégration. C'est ça. On va prendre, je sais pas moi, par exemple des syllabus de cours et on va nourrir un agent avec, et cet agent va être mis à disposition par le prof vis-à-vis de ses élèves pour répondre aux questions théoriques principales du cours. Oui, real-time learning, quoi. Voilà. Et là, c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est des pratiques qui sont testées. Il y a notamment un groupe test qui a émergé à l'université de Namur. Je sais qu'il y a des pratiques comme ça aussi au niveau du Louvain Learning Lab à Louvain-la-Neuve. Il y a un groupe de travail à l'Université libre de Bruxelles. Je sais qu'à l'ULiège, il y a pas mal aussi de choses qui se mettent en place en parallèle. On va retrouver à peu près les mêmes choses partout. L'UMONS a également son groupe de travail là-dessus avec lesquels on collabore. Et l'idée reste la même, c'est de se dire, voilà, comment utiliser ça pour faire parler, pour exprimer dans une interface nouvelle du contenu validé académiquement, scientifiquement, pédagogiquement, et lui donner un nouveau visage, une nouvelle manière de l'exprimer. Parce qu'en fait, on en revient à ça, du cours papier qu'on a transformé en documentaire vidéo, en médias audio, en site web, en encyclopédie interactive. Maintenant, on partir de contenu qualitatif et en faire des agents pour transformer finalement la manière dont l'utilisateur, utilisatrice finale va consulter cette information. Alors on arrive dans le vrai fantôme de l'adaptive learning. Finalement, chacun va lui poser la question à la manière de. On enlève un petit peu aussi la garniture extérieure pour revenir sur quelque chose d'un peu plus procédural. Finalement, c'est ça. C'est comment proposer une manière supplémentaire de pouvoir consulter du contenu de qualité. Donc se faire assister, mais dans la production de ce contenu, nous en tout cas, et en toute transparence, on le fait dans les programmes où on accompagne nos clients. On se fait assister par l'IA, mais je dis bien on se fait assister. Et ce n'est pas l'IA qui produit, c'est parce qu'on connaît les sujets qu'on peut se faire assister sur toute une série de processus. Mais pour également avoir des agents qui, sur base de la donnée qualitative que tu as peut-être produite, assistée, mais que tu as produite toi, après avoir de l'adaptive learning en allant rechercher des données intéressantes, elles-mêmes validées pour les élèves. Et pour toutes les parties assez... Bon, sans doute, il y a peut-être des enseignants qui aiment bien, mais vivant avec une enseignante, je peux te dire que c'est plutôt le côté rébarbatif. Est-ce que l'IA peut enfin soulager nos enseignants, par exemple, sur les questions de correction de masse avec les classes qui s'agrandissent de plus en plus? Je me posais un peu cette question-là. Dans le soutien du travail d'enseignant, quand tu dois corriger tous les tests et que tu te retrouves parfois avec 220 élèves dans certaines matières, comme c'est le cas aujourd'hui pour ma compagne, est-ce que ça a plus d'intérêt qu'un bon LMS, un Learning Management System, une plateforme qu'on pourrait installer, ou pas, toi qui es dedans tous les jours? Il y a
plusieurs manières de résoudre la problématique. Bah, tu as cité le LMS, et ce sont des très bons systèmes, mais finalement, derrière la couche LMS, dans la résolution de la problématique que tu évoques, on est dans de l'automatisation. C'est ça la clé, en fait. Hein. C'est ça. Et donc, l'automatisation, c'est pas quelque chose de nouveau. Et en IA, c'est quelque chose qui existe depuis très, très longtemps et qui est déjà disponible depuis très, très longtemps. Donc là, finalement, est-ce que l'IA générative apporte une grosse révolution sur ce secteur-là? Oui et non. Personnaliser la correction. Là, on est sur un stade qui est Voilà. très sympathique. En tout cas, peut-être pas par l'angle auquel on s'y attend. Donc, c'est-à-dire, ce que tu peux faire, par exemple, je vais prendre une technologie maison, mais Copilot. Moi, ce que je montrais déjà en webinaire depuis déjà plus d'1 an et demi, tu peux prendre une photo avec l'agent Copilot qui est disponible au niveau de ta licence Microsoft Éducation, prendre une photo d'une copie et lui demander, en effet, d'effectuer une proposition de correction de cette copie. Il y avait ça dans ton webinaire. Ouais, voilà, c'est quelque chose déjà d'assez classique et c'est pas nouveau. Je te dis, je l'ai présenté il y a un peu plus d'1 an déjà. Évidemment, ces technologies s'optimisent et s'améliorent. Mais la question intéressante là derrière, c'est, oui, la tâche de correction est chronophage au niveau de l'enseignant. Ces corrections automatisées peuvent être effectuées avec de l'IA générative ou avec du LMS ou avec je vais prendre un Microsoft Forms. Hein. Tu peux faire de la correction automatisée là-dedans depuis QCM, ça fonctionnera. C'est l'idée même du questionnaire à choix multiples. Hein. Les universités le font déjà avec des trucs scannables. Même le QCM papier, sa vertu, c'est d'automatiser autant que possible le processus pour gagner du temps. Après, il y a aussi ces questions, est-ce que le QCM est une bonne manière d'évaluer? Il y a plein d'études intéressantes à lire là-dessus, qui ne sont pas du tout liées à la technologie, mais vraiment à la PEDA. Il y a plein d'universités en interne qui challengent un petit peu ces méthodos. Mais voilà, ça c'est un autre débat. Au niveau de l'IA générative, là où c'est particulièrement intéressant maintenant, c'est que tu peux, comme tu le disais, apporter une petite personnalisation. C'est-à-dire qu'en faisant un scan d'une copie et en le processant dans un modèle IA qui a accès à de l'IA générative, tu peux donner éventuellement un petit contexte sur l'élève, construire au niveau de cet agent ou de cet outil dans ton école avec IA générative du contexte utilisateur, ce qui permet d'accumuler une série d'informations et ensuite le système peut croiser ces informations et donc à terme, tu peux demander, challenger un peu ton système IA pour qu'il te propose des pistes peut-être inédites d'approche pédagogique pour cet élève ou pour ses élèves. Individualisation de la pédagogie. Dans une certaine mesure. Pour constater par exemple un écart entre un test passé à une telle date et un test passé à une autre date, on pourrait aussi proposer du feedback matière, par exemple sur les échecs, savoir pourquoi il a raté. Exactement. Et de nouveau, loin de moi l'idée de vouloir désacraliser la magie de l'IA générative, ce n'est que automatiser et accélérer des choses qu'un enseignant ou une enseignante pourrait déjà faire en réalité sans technologie si on avait un prof par élève. Oui, absolument. Si on avait un prof par élève, on pourrait prendre le temps, comme tu dis, de revenir sur l'ensemble des évaluations qu'on a effectuées pendant les trimestres précédents, par compétences, par thématique, essayer de voir quelle est la courbe exacte. Tout ça, sur papier, on pourrait le faire dans un monde idéal, mais dans les faits, on n'a pas les moyens humains, ni les moyens temporels, ni les moyens matériels de le faire. Et du coup, l'IA générative peut venir ici apporter cette puissance qui contrebalance les bloqueurs qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire que je peux demander à mon agent d'aller consulter pour moi ces différentes courbes, ces différentes données, ces différents tableaux de chiffres et de me les faire parler. Et c'est là où c'est intéressant. Voilà, c'est quand, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est quand on va demander à ces IA génératives ce qu'elles font le mieux, c'est de nous exprimer de l'information qu'on leur aura fournie. C'est ça vraiment qui est particulièrement intéressant. Alors, au niveau des problématiques des profs, je veux quand même rebondir sur une autre problématique. Il n'y a pas que la correction. Au niveau du monde de l'enseignement, c'est actuellement dans les grèves et manifestations qu'on a vues très très récemment, cette problématique finalement très technocratique, et on ne parle pas donc pas de technologie ici, mais de l'administration, technocratie et pas de technologie, de dire voilà, je dois rendre des rapports, je dois rédiger les axes pédagogiques et mon plan de pilotage et blablabla. Bon, tout ça sont des tâches qui sont extrêmement répétitives et qui ne sont pas, comment dire, on doit produire chaque année une nouvelle expression de ces choses qui nous sont demandées, mais qui au final ne sont que la répétition de l'année d'avant et de l'année encore avant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on nous change notre groupe classe ou notre groupe d'élèves que ce qu'on doit produire sur ces plans d'accompagnement, ces plans pédagogiques, ces planifications de cours, elles doivent en fait changer. On nous impose d'en produire de nouvelles,
mais au final, en partant à chaque fois de la même situation. Et du coup, là, c'est vachement intéressant de pouvoir s'aider avec des outils. Je vais prendre un exemple plus personnel, professionnel. Avec mon collègue, on est une petite équipe, hein, on est 2 personnes. On a aussi plein de choses qu'on nous demande de rendre en termes de reporting régulièrement. Je vais faire le parallèle avec ces tâches administratives récalcitrantes qu'on demande aux enseignants et aux enseignantes. Bien, nous, ce qu'on a fait pour essayer de contrebalancer cette contrainte, on a peu de membres dans notre équipe, ben on a commencé depuis déjà un peu plus d'1 an à se créer des petits agents dédiés à des use cases ultra rébarbatifs. Et donc, moi, j'ai créé un agent pour lequel on lui fournit une série d'informations, on lui demande d'aller chercher dans les emails, dans les messages Teams, dans les fichiers OneDrive, SharePoint, etc., toutes les informations corrélées à une thématique, à un projet client ou quoi que ce soit. Et il va compiler tout ça et formater ces informations selon un template que je lui ai fourni au départ, pour qu'il me fournisse toujours une série de réponses que moi je vais ensuite pouvoir copier et coller dans l'outil de reporting que je dois par exemple compléter de manière hebdomadaire. Et en fait, ben là, je me fais gagner du temps. Parce que c'est des tâches qu'on nous demande de faire, mais qui sont un peu du no-brain. C'est des tâches non productives de valeur dans les entreprises, mais même de Voilà. valeur commune dans une C'est ça. école, typiquement. Voilà. Et donc, on en revient sur cette idée qu'on voit aussi beaucoup sur les réseaux, de dire, voilà, l'IA peut nous aider à regagner du temps pour effectuer des tâches à plus haute valeur. Alors, là aussi, c'est des slogans qui sont relativement décriés, on ne va pas se mentir, pour des raisons parfois très valables. Mais dans le cas qu'on évoque ici, dans le cas qui nous concerne, je trouve que c'est particulièrement pertinent. Et de nouveau, ça ne contrebalance pas une remise en cause du système en soi. Oui. Il y a des tâches stupides qu'on demande de faire dans tous les secteurs. Il y a des tâches sans valeur ajoutée qu'on nous demande par pur souci administratif. Mais l'enseignement est particulièrement impacté par ces tâches. Et je trouve que pouvoir automatiser par ce biais-là une série de ces choses, eh bien, ça libère du temps utile réellement pour pouvoir travailler sur la qualité de production des contenus, pour pouvoir faire de l'évaluation ou du temps de correction plus qualitatif, etc., etc., etc. Et alors, sur les questions d'évaluation, il y a aussi quand même toujours des grands questionnements qui sont là d'un point de vue pédagogique sur est-ce que c'est toujours à l'enseignant d'évaluer les étudiants, oui ou non. L'évaluation pair à pair, c'est des choses qui ont été quand même assez bien documentées aussi ces dernières décennies dans le monde de la pédagogie. Et là, on peut y voir des choses très intéressantes en y ajoutant une petite couche d'IA générative ou d'IA agentique. Prenons un cas assez simple. On va créer un agent avec les élèves. Par exemple, dans le cadre d'un cours, on n'est pas obligé d'être en salle informatique. On a un projecteur, on présente l'interface de création de son agent et on va, avec les élèves, essayer de créer un agent pour résoudre une problématique de notre classe dans notre cours. Par exemple, monsieur ou madame, on aimerait bien avoir du drill d'exercice, de mémorisation. Eh bien, essayons de créer un agent qui va nous poser des questions. Et donc, au lieu de vouloir fournir directement un outil clé sur porte institutionnel qu'on aura créé aux élèves, prenons, pourquoi pas, le temps d'essayer de co-construire ce truc avec toutes les étapes que ça implique dans la construction, à savoir voir les points de friction, les points de complexité, les tests qu'on va pouvoir en faire, l'évaluation qu'on va pouvoir faire de la qualité de ce qu'on a produit. Et si vous me suivez bien, finalement, dans tout ce processus, en réalité, à la fin, l'agent ne servira plus presque à rien parce que les élèves auront appris énormément de ce qu'ils avaient évoqué comme problématique de départ durant le processus. Parce qu'ils vont devoir driller l'agent avec plein de questions, vérifier la qualité des réponses. Et en fait, on le sait bien en pédagogie, c'est quand on se met dans la position justement du pédagogue et de l'évaluateur qu'on apprend le plus sur une thématique. On apprend tellement de choses quand on essaie de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Ouais, exactement. Et donc voilà. Et donc, c'est un agent que j'avais créé aussi, je pense, dans le cadre d'un webinaire. C'était créer un naïf ou une naïve. C'est-à-dire un persona qui va juste poser plein de questions, parfois un peu plus stupides les unes que les autres, enfin très naïves, sur une thématique pour pousser l'élève à expliquer de plus en plus. Voilà, ça c'est des scénarios qui sont particulièrement intéressants parce qu'on va pouvoir collectivement les critiquer. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est pas du tout présent dans nos systèmes éducatifs et pédagogiques, c'est la question de l'intelligence collective. Je suis un grand fan, par exemple, de la chaîne YouTube Fulloscopy, que je vous recommande. Excellente chaîne. Voilà, et
donc, il a déjà été démontré, là, donc la fouloscopie, si on ne sait pas, c'est l'étude des comportements de masse. C'est une science en soi, hein, c'est une science statistique. C'est Hein. un truc. Et là, il y a plein d'expérimentations sur cette chaîne qui sont géniales par un doctorant chercheur dans le domaine, c'est Mehdi, je pense qu'il s'appelle, si je me rappelle bien. Oui. Et donc, il y a notamment ces questions de... il fait, je pense, un test sur des questions de culture générale et comment le fait, quand on prend une masse critique de population suffisante, en fait, l'intelligence collective est toujours plus intelligente que les génies individuels qu'on peut nous présenter dans des jeux télévisés, par exemple. Et donc... C'est triste de voir à quel point on ne mobilise pas ces intelligences collectives. Surtout à quel point l'évaluation est individuelle. Voilà. Et donc, j'aime bien, quand on aborde ce type d'exemple d'activité ici que je propose, de co-construction, co-critique, co-évaluation, par exemple, de chatbots ou d'agents, parce que ce sont des expérimentations super intéressantes qui peuvent être valorisées sous forme de projets, d'évaluation de projets, et qui n'empêchent pas, après, voilà, de pouvoir évaluer ensuite individuellement, si on le souhaite, les progrès qui ont été faits par rapport à tout ça. Donc, ça, c'est quelques exemples. Vraiment super intéressant, merci pour ça. Je rebondis un peu sur ce que tu dis, parce que c'est un peu la suite de ce que je voulais aborder avec toi. On a beaucoup abordé l'IA qui va soutenir et aider les professeurs. Mais l'IA pour les élèves. On sait que, par exemple, je vais prendre le système finlandais, on en discutait ensemble ce matin. Si je fais un parallèle avec les écrans, on sait que les Finlandais avaient, un peu avant tout le monde, ils sont toujours forts en avance, commencent à mettre des écrans dans les classes, notamment en primaire. Là, ils reviennent un peu en arrière, ou en tout cas, ils décalent l'âge auquel on met des écrans dans les classes. Avec l'IA pour les élèves, comment est-ce que tu vois les choses? À partir de quel âge? Est-ce qu'aujourd'hui, tous nos élèves doivent travailler avec des moteurs IA? Est-ce qu'il faut, par contre, non, d'abord qu'ils apprennent à maîtriser à l'ancienne, si je puis dire, ou enfin, même encore comme on l'a appris nous, les choses, parce qu'il faut maîtriser soi-même les choses avant de dire à une IA de t'assister. Quelle est toi ta position côté élève? À partir de quel âge? Oui, non? Quel degré d'enseignement? Je n'ai pas la prétention, en tout cas, disons, d'avoir une position, mais je vais partager des points de vue. On va plutôt dire ça comme ça, parce que position, ce serait peut-être un peu prétentieux. Bon, déjà, sur la question que tu évoques, il y a le terme écran. Ça, c'est une problématique en soi. Le terme écran, finalement, cache ce que chacun et chacune va y projeter quand on l'évoque. Parce qu'un écran, techniquement, c'est quoi? C'est une source de lumière qui va nous afficher du contenu. Après, la question, c'est quoi le contenu qu'il y a derrière? Et c'est quoi l'activité, le taux d'activité qu'il y a derrière? Donc, moi, je suis de celles et ceux qui prôneraient à bannir l'utilisation du terme écran dans la presse de manière générale pour obliger les gens à reformuler exactement de quoi on parle dans tel article ou dans telle publication ou dans telle vidéo. Est-ce qu'on parle du divertissement ou est-ce qu'on parle de jeux vidéo qui lui-même développe des compétences, qui lui-même développe des skills. Ça a été maintes fois également prouvé en études neurologiques, en études pédagogiques. Il y a différents types de jeux, il y a différents... que Minecraft fait partie de l'écosystème. Tout à fait. Et c'est un jeu qui développe énormément de choses. Bien sûr. On ne peut pas le mettre sur un pied d'égalité avec un mini-jeu mobile. Mais voilà, et là encore, voilà, et dans un secteur donné qu'on vient de citer, il y a en effet à boire et à manger. Est-ce qu'un écran parle d'un média qu'on va consommer, de la vidéo? Est-ce que l'écran sert à consommer éventuellement de l'audio avec une animation? Est-ce que c'est du texte? Est-ce que ce texte, c'est de l'information? Est-ce que c'est du texte de divertissement? Est-ce que c'est un dessin? Est-ce que c'est un dessin pédagogique? Est-ce que c'est une bande dessinée de pur divertissement? Mais là encore, quand je lis quelque chose, même une bande dessinée, un comics ou un manga, est-ce que j'apprends pas parfois des choses? Tu vois, je n'aime pas qu'on enferme dans des cases. Et les médias ont tendance à faire ça. Voilà, beaucoup. c'est une caricature parce que c'est clivant et le clivage entretient. Fait vendre. Voilà, ça c'est donc premier point. Maintenant, bon, revenons quand même sur la question à partir de quand, disons, recommander l'usage de l'IA en écartant, disons, en bottant en touche. Ou pas d'ailleurs. Ou pas. Ça dépend toujours comment. Si on revient en arrière sur l'utilisation, par exemple, des réseaux sociaux ou avant ça des moteurs de recherche, finalement, on constate que les enfants ont accès relativement très tôt à Internet. Et là, ce sont des choix et des responsabilités au niveau des parents, hein, c'est-à-dire l'accès à des appareils mobiles, type smartphone ou tablette principalement, connectés au web, l'usage de contrôles parentaux.
Beaucoup de responsabilités, beaucoup de challenges pour des parents qui sont déjà de toute façon débordés par plein de problématiques sociétales et culturelles diverses. Donc bon, on ne peut pas les blâmer. Mais donc au niveau de l'école, il y a une diversité déjà au niveau de ton public. Quand tu reçois des enfants, des adolescents, des adultes, toutes et tous n'ont pas été exposés, disons, au web ou aux applicatifs ou aux technologies de la même manière ni aux mêmes temporalités. Alors là, il y a une posture qui pourrait être de dire que l'école se veut un égalisateur et donc essaie de ramener un peu tout le monde à niveau. Dans ce cas-là, il vaudrait mieux s'y prendre relativement tôt, si on veut le faire. Notre posture pourrait être de dire c'est pas notre responsabilité, c'est pas notre rôle. Cependant, on peut au moins fournir à toutes les personnes qu'on accompagne un minimum de compétences sur comment utiliser ces outils d'une manière la plus éclairée possible. Absolument. C'est plutôt mon opinion, ça, l'idée. Je suis très, très réticent par rapport à un discours qui nous dit que la technologie devrait rester en dehors de l'école, c'est pas son rôle, etc. Au contraire, c'est encore plus grave. Je pense en particulier à la notion d'esprit critique vis-à-vis de la consommation de ces médias, à l'utilisation de ces médias. Je pense à un LLM, typiquement. Si on n'apprend pas à questionner ce que nous raconte un LLM à l'école, où va-t-on l'apprendre ? Et ça fait vraiment partie des choses qui sont essentielles pour moi. Et l'éducation aux médias, aujourd'hui, on a l'éducation aux médias que l'on génère nous-mêmes. C'est encore plus complexe. Ça me paraît très fou qu'on sorte ça du spectre scolaire. C'est de la formation citoyenne. Tout à fait, mais ce sont en tout cas des postures possibles et adoptées par certaines institutions. Et donc, comme je dis, voilà, on constate qu'il y a ce type d'approche. Après, moi, je te rejoins. Je suis d'avis que l'IA et en tout cas toute nouvelle révolution d'interface technologique. Je vais parler d'interface technologique parce que je pense qu'on va pas, ça se limite pas au LLM ou à ce genre de choses. Oui. Et ça regroupe ce qu'on avait déjà dit avant. Doit idéalement pouvoir être abordé à l'école le plus tôt possible. Quand elles émergent ou le plus tôt possible, en tout cas dans les cursus, si elles ont déjà émergé et qu'elles sont déjà dans le paysage, au même titre que tu parlais des médias, mais par exemple les médias de presse. On se rappelle, il y avait eu des questions dans le passé, dans l'enseignement. Est-ce que l'analyse de la presse est une compétence ou quelque chose qu'on doit développer à l'école ? C'est toujours pas acquis. Et c'est toujours pas forcément acquis. Et plus que jamais, c'est pas pour rien qu'il y a des intervenants qui viennent régulièrement en école sur l'éducation, et même aux universités, aux hautes écoles, l'éducation aux médias, la critique du média, pouvoir identifier un média. Voilà, ça reste un sujet très comprendre ça reste un sujet chaud. Donc médias de presse, médias de contenu, multimédia. La politique, c'est également une question citoyenne. Est-ce que la politique a sa place dans les écoles ? Est-ce que le débat politique voilà. Et donc, au même titre, moi je pense qu'en effet, plus on élargit le spectre, mieux c'est, dans le respect des missions de l'enseignement. Et donc, finalement, par rapport à ces interfaces, ces nouvelles interfaces, comme le LLM ou le chatbot, il faudra commencer peut-être de l'approche de nouveau collective. Je pense que dès l'école primaire, pouvoir commencer à aborder dans le dernier cycle, par exemple, de l'école primaire, 5e, 6e primaire, dans le cycle actuel, ça paraît pas mal. Une première approche chatbot actuellement. Et autre chose pour la suite, il y a agentique ou autre technologie émergente. Pourquoi ? Pour pouvoir discuter d'abord et présenter à ces enfants ces interfaces et leur montrer des cas d'usage. De toute façon, c'est pas un secret, on apprend par imitation. Si on constate autour de nous, des usages de chatbots divers et variés, qui sont toujours, disons, des pratiques de bas niveau qualitatif. C'est-à-dire juste demander, tiens, qu'est-ce que c'est ça ? Ou comment faire ça ? Où trouver ça ? Finalement, les zéro shot prompting, tous les jours. Voilà. Comme le classique demande à Google, qu'on a connu, les fameux moteurs de recherche. On pose des questions dans le moteur de recherche qui n'a pas du tout vertu à y répondre. Quand on voit les top 10 queries annuelles publiées par... On dit que c'est en train de changer ça. Les moteurs de recherche s'adaptent à ça, alors qu'avant c'était censé être une recherche par mots-clés et ils ont dû s'adapter à l'inaptitude du public à l'utiliser. Et donc, intéressant en classe de pouvoir proposer des activités avec les enfants, où on va aborder, poser une question, obtenir une réponse, et au même titre que tous les développements que tu évoquais d'esprit critique par rapport à tout type de contenu, qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette réponse ?
Vérifier évidemment les sources, le classique, critiquer la qualité, la construction de la réponse. Et donc on peut jouer sur des thématiques. Et on parle beaucoup de texte, mais je pense qu'on peut exporter ça à la génération d'images et de médias en général qui sont maintenant disponibles par plusieurs gros modèles. C'est même encore plus important même aujourd'hui, parce que l'idée d'une image, elle est culturellement construite comme étant la réalité. Ou d'une vidéo. Mais voilà. Et donc, plutôt que de dire n'utilisons pas ces technologies parce qu'elles produisent des images ou des vidéos avec des biais, avec un niveau de qualité relativement bas, qui sont des arguments parfaitement valables, critiquons quelques productions qui sont faites avec ces outils, avec nos élèves, avec nos apprenants de tout âge, pour pouvoir se construire soi-même un esprit critique renforcé, éclairer les points forts et les points faibles de ces éléments technologiques et voir après, évidemment, si on veut soi-même les adopter ou pas. Et là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture citoyenne. C'est un outil, au final. Voilà, ça deviendra ce qu'on en fera. Je choisis de l'utiliser, je choisis de ne pas l'utiliser, mais le faire, en tout cas, avec de bonnes raisons. Et voilà, amener cette critique et montrer, au travers aussi de la critique, l'utilisation de ces technologies dans la classe ou dans l'amphi, en fonction de sa forme. Voilà, ça, je vais complètement dans ton sens. Je pense qu'on ne peut pas préparer aujourd'hui les citoyens de demain si on n'aborde pas ces outils-là avec eux. Et même, et quand je dis citoyens, c'est des gens qui sont capables de recevoir tous ces contenus, de les critiquer, de les digérer. On voit aussi, mais on le voit par effet de bord dans la génération précédente, le nombre de gens. Moi j'ai maintenant 43 ans et j'ai des parents qui commencent à devenir plus âgés et qui ont forcément, à un moment donné, qui commencent à avoir 2-3 trains de retard dans le numérique, et que j'ai dû rééduquer, entre guillemets, aux médias, puisque pour eux, ce qui arrivait sur Facebook était la vérité, puisque ils viennent d'une génération où tu avais des journalistes... Le flux d'informations est pré-calibré, pré-traité. Voilà. Tout à fait. Et donc, si on Ils ont regardé la télévision à une époque où il y avait 5 chaînes. Donc tout était forcément vrai. Et alors, on sait que même ça, ce n'était pas vrai, mais là où il est vrai que ça ne serait pas passé sur les chaînes à l'époque s'il n'y avait pas eu vérification des sources. On sait qu'il y a des orientations politiques, des lignes éditoriales. Et donc, effectivement, le réexpliquer, et c'était un processus de longue haleine, je ne suis pas le seul à le dire, et en plus, on sait très bien qu'en plus, quand il n'y a pas d'éducation d'esprit critique, on va plutôt avoir tendance à s'enfermer dans des opinions qui ne sont pas... Enfin, chacun a son opinion politique, mais qui ne sont pas forcément extrêmement positives pour l'ensemble de la société. Oui, et comme tu le soulignes aussi, dans ce flux... il y a les changements de pratiques culturelles par rapport aux médias et par rapport aux réseaux sociaux et aux nouvelles technologies des générations. Mais il y a aussi un glissement qu'on voit. Hein. Il y a eu les générations, on l'a évoqué, qui s'informaient par moteur de recherche, qui est une génération dans laquelle on peut encore s'inclure, et la génération encore après nous. Mais même dans l'utilisation après des réseaux sociaux et la collecte d'informations, on a vu s'opérer des glissements. Hein. La plus jeune génération actuellement, jeunes adultes, a par exemple des comportements et des pratiques de réseaux sociaux qui sont totalement différentes des générations précédentes en termes d'image et de visibilité. C'est-à-dire qu'on s'expose beaucoup moins, on s'expose dans du format jetable, dans du format qui ne laisse pas de traces, on ne laisse pas d'image de soi, de rémanence de soi sur ces réseaux, parce qu'il y a cette inquiétude de vraiment que quelqu'un puisse retrouver ces informations plus tard et pouvoir ils ont vu ce qui est arrivé à la génération se critiquer, voilà, etc. Et alors cette approche par rapport au jugement de valeur qu'on peut avoir par rapport à soi, à l'image qu'on laisse de soi, et c'est assez intéressant parce que si on réfléchit bien, l'utilisation des chatbots et ces agents comme confidents, confidentes, comme objets technologiques plus intimistes s'inscrit très très fort dans cette nouvelle culture. On a un lieu un peu de confidentialité illusoire, en termes de relations. Je parle pas de technologie, je parle de relations avec ces agents, tu vois, pour ces plus jeunes générations, qui en font finalement un terreau particulièrement fertile pour l'adoption de ces nouvelles formes de technologie. Enfin, c'est un peu le fait la poule, ce que je dis là, parce que c'est pas pour rien qu'il y a eu cette adoption massive, c'est parce que le terreau fertile était là, et en même temps, cette technologie n'a pas émergé non plus par hasard, parce qu'elle ciblait dans une certaine mesure une certaine population. Mais
on voit une boucle la assez filiation est claire, intéressante. Et là, je pense qu'il y a un parallèle intéressant à tisser avec aussi justement l'adoption par rapport à la compétence du savoir, par rapport à l'apprentissage. Et donc, ça rejoint ce que je disais avec la création, par exemple, d'agents d'information sur du contenu pédagogique, du contenu de cours. C'est d'essayer de pouvoir, tu parlais d'individualisation de l'apprentissage, je suis tout à fait d'accord, mais apprendre dans une compréhension un tout petit peu nouvelle, plus adaptée à cette nouvelle génération. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas d'une individualisation relativement standardisée, je pense, mais plutôt quelque chose qui colle à cette approche culturelle de je vais faire les choses un peu dans mon coin numériquement, dans mon petit espace, et je n'ai pas envie que tout ça se retrouve exposé ou dans une sphère relativement publique. Donc ça amène aussi, du coup, peut-être à de nouvelles pratiques. C'est intéressant. Beaucoup de super réponses et de super idées. Allez, on voit un peu plus clair, je pense, grâce à toi aujourd'hui, comment l'IA se propage dans l'enseignement. On voit un peu mieux ce qu'on devrait faire. En tout cas, nous, moi j'ai appris beaucoup de choses, je te remercie. Mais comment est-ce qu'on fait demain ? Parce que la toute première question, c'était non, on n'est pas prêt, et puis on a pas mal dérivé. Mais donc, toi, ta recommandation aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Quand on arrive dans une école qui a un seuil de maturité moyen... Une école, un pouvoir organisateur... Qu'est-ce qui seront les premières choses à mettre en place? Si je prends la communauté bêtement, je dis bêtement, c'est le mauvais terme, mais de l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qu'on connaît nous, 100 000 enseignants, comment est-ce qu'on fait demain ? Il n'y a pas de réponse magique. On s'en doute. Déjà, si on ne peut pas aider à développer de la compétence là où il n'y a pas une demande au départ. Donc, s'il y a une demande qui émerge d'une communauté enseignante, une école, un pouvoir organisateur, voire un réseau, déjà, il y a ce premier point d'action et c'est sur ça qu'on va construire. Si la demande émerge, il faut identifier d'abord clairement qui émet la demande. Est-ce que c'est la direction ? Est-ce que c'est le management ? Est-ce que c'est l'équipe pédagogique ? Est-ce que c'est un entre-deux ? Est-ce que c'est le service informatique ? Est-ce que ce sont les technopédagogues ? Parce qu'en fonction du persona à qui on a affaire, on ne va pas procéder de la même manière. Si on prend par exemple, si la demande émane du secteur technopédagogique, référent numérique, disons, de l'école ou de l'institution, ou équipe de référents numériques, pour les plus grosses institutions, ces gens-là sont déjà dans l'adoption, la formation de leurs pairs. Donc, ils auront différents besoins. Parfois, ils ont bêtement besoin d'avoir quelqu'un qui n'est pas prophète en son pays, on va dire. Et donc, d'avoir besoin d'un visage extérieur qui vienne amener à peu près les mêmes messages qu'eux font habituellement. Mais simplement, si l'impact vient de l'extérieur, il va être plus performant ou mieux perçu ou plus facilement adopté. Parfois, ça peut être pour un travail de co-création sur leur plan d'adoption, par exemple IA, qui est déjà rédigé, mais qu'ils voudraient améliorer. Ou critiquer une première année d'adoption qui s'est peut-être mal passée. Si ça vient d'une équipe pédagogique qui n'a pas forcément de référent numérique, ou c'est le corps professoral lui-même peut-être qui demande, là je pense qu'on est sur le terrain le plus facile et le plus fertile, c'est-à-dire on arrive et on va pouvoir proposer de construire un cycle de formation et d'adoption avec des cas pratiques. Alors les gros challenges là-dessus, c'est d'arriver vraiment avec un plan de formation. C'est-à-dire pas seulement une keynote, une conférence, une journée de formation pédagogique ou one shot ou un podcast, mais évidemment de pouvoir proposer donc une journée d'introduction, une sorte de kick-off, suivie par un temps d'appropriation avec des dates précises dans un agenda, avec des productions, avec des actions précises qui doivent être accomplies par l'audience et des rencontres qui s'en suivent pour faire le débrief et l'analyse de ces productions. Parce que sans ça, le problème, c'est que tu as évoqué, les enseignantes sont débordés par des flux de travail en tous sens. Et donc, on va, malgré soi, être ramené dans des routines et des procédures pour pouvoir garder juste la tête hors de l'eau. Et donc, suivre le programme. Voilà, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut vraiment dégager du temps au niveau de l'institution pour pouvoir avancer. Je rebondis. Et toi, tu vois ça, tu réponds au niveau de l'institution ou tu m'as répondu spontanément. Tu penses que c'est au niveau des écoles elles-mêmes que ça doit se jouer ou ça doit se jouer à des niveaux PO, à des niveaux... Alors, le système de l'enseignement belge fait qu'on est obligé d'avoir des réponses à tous les étages. Dans un monde idéal, alors. Parce que le système d'enseignement belge est par essence fragmenté.
On a beau avoir un réseau de la communauté française, on n'a pas du tout un système d'enseignement unifié. Il y a des décisionnaires à plein de niveaux dans les réseaux, selon le réseau, sur les adoptions technologiques, sur les volets financiers, sur les usages qui vont être faits, sur la pédagogie. Il y a une très grande liberté, ce qui est une richesse. On va le prendre comme tel. Mais ça apporte énormément de complexité. Donc, en l'état, il faut travailler sur tous les niveaux décisionnels qui existent. Et donc, ça peut être des directions d'école, ça peut être un pouvoir organisateur, ça peut être le réseau, ça peut être la communauté française. Et c'est, je pense, seulement en ayant une synergie, disons, des différents plans d'action de ces différents étages, autant que faire se peut, qu'on peut augmenter potentiellement l'impact. Et je rebondis sur ce que tu dis, mais est-ce que tu penses, par rapport à l'adoption de l'IA, on est toujours là-dedans, l'adoption, enfin, tout ce qu'on vient de discuter, qu'on devrait donner plus de liberté à chaque école par rapport à son public, par rapport à où elle se trouve, une sorte de décentralisation de ces plans de formation. Au bout, en fait. Il y a déjà des réseaux d'enseignement dans lesquels c'est le cas. Le réseau libre, par exemple, comme son nom l'indique, a énormément de latitude de ce point de vue. Ça ne veut pas dire que les autres réseaux sont pieds et poings liés, mais il y a, disons, des lignes directrices qui peuvent être plus ou moins marquées. L'avantage de lignes directrices, c'est qu'une fois qu'une ligne est adoptée, elle va pouvoir être suivie et devra être suivie par un plus grand nombre d'institutions d'un seul coup. Donc, tu vois, il y a les avantages des deux côtés. Il faut juste pouvoir identifier rapidement à quel type d'institution on a affaire, où elle se situe dans cet organigramme, et ne pas empiéter sur des initiatives existantes et plutôt travailler sur les synergies. Je dirais aussi qu'il faut garder un point de vigilance. Par exemple, les directions d'école sont en général les premières concernées pour beaucoup sur cette question de l'IA, soit pour des questions de peur et de blocage et de refus, soit pour des questions justement de challenge, et de dire « Ah, cette adoption pourrait m'aider ». Et là, on rejoint plutôt des questions qui ne sont pas forcément des questions pédagogiques, mais des questions d'optimisation du flux de travail. Et là, tu as un croisement total avec ce qui se fait en PME ou même en entreprise. Absolument. C'est-à-dire comment optimiser, aider le travail de mon secrétariat, de mon équipe administrative, comment créer de l'IA agentique, c'est-à-dire de l'IA qui n'est pas un chatbot, mais qui va effectuer des actions concrètes dans des systèmes, en cliquant sur des boutons, en exportant des données, en faisant des flux d'opérations qui habituellement doivent être effectués par des humains de manière ultra répétitive et presque robotique. Et comment, plus récemment également, maintenant créer, par exemple, une application juste par un prompt avec un copilote, par exemple, pour, à partir d'un fichier d'information, et faire en sorte que ça me crée automatiquement une application web dans mon interface sur laquelle je vais pouvoir du coup appliquer ce flux de travail régulier sans plus avoir besoin de mettre les mains dans l'analyse du fichier ou dans la recherche des informations que je dois à chaque fois aller repiocher systématiquement dans les mêmes sources. Faire un publipostage, ce genre de truc. Voilà, ça demande de faire de l'Excel un peu plus poussé. Ce sont des points importants. Et là encore, voilà, et on voit dans cette transition de l'IA agentique un nouveau changement de paradigme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, et on en a parlé essentiellement aujourd'hui, il y a donc l'IA conversationnelle qui est maintenant rentrée dans les mœurs, mais c'est une pratique qui est déjà en train de changer. L'IA qui arrive aujourd'hui n'est déjà plus forcément de l'IA conversationnelle, uniquement en tout cas. Et peut-être qu'à terme ne sera plus de l'IA conversationnelle, peut-être même du tout. Donc il faut se méfier aussi de vouloir peut-être trop se focus sur le côté d'interface de ces systèmes GenAI, qui actuellement est le chat, la conversation écrite, et rester toujours avec un certain recul pour ne pas se limiter à de la formation. Je vais vous apprendre à chatter avec Copilot ou à ChatGPT ou à prompter. Je pense que là, il faut avoir un certain degré de vigilance que je recommande, parce que les choses peuvent à nouveau bouger très vite. Et là, on aura juste, dans une certaine mesure, peut-être perdu du temps. Vous vous rappelez l'émergence depuis 3 ans des prompt engineer, Ouais. et on voit déjà cette tendance complètement s'essouffler. Vous voyez, s'essouffle parce que je pense que les développeurs ont fait ces solutions pour que ce soit conversationnel. Pour l'automatisation, il faut du prompt structuré, mais dans l'idée, c'est exactement comme le même temps de recherche. Les meilleurs résultats, on les obtient en s'adressant à ces outils comme ils ont été conçus. Et les nouvelles versions des modèles ont changé certains paradigmes au niveau de cette approche du prompt. Donc faire un prompt de 4 pages avec du code Python dedans, ça marche plus spécialement aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et donc, il faut pour ces raisons garder vigilance et donc vraiment avancer sur toujours
La question, ces interfaces sont ce qu'elles sont. On peut en effet les analyser, voir comment elles fonctionnent, mais toujours plutôt se poser la question, derrière l'interface, c'est quoi les pratiques que je veux mettre en avant? C'est quoi les facilitations que je vais essayer de me créer au niveau de mon travail, de mon day-to-day? Et quelles sont finalement les qualités d'information, les qualités de compétences, les qualités de contenu que moi je suis en mesure de produire, et comment est-ce que je vais utiliser ces outils pour m'aider à améliorer ça. C'est-à-dire ne pas déléguer la création, ne jamais déléguer la création à ces technologies, mais plutôt s'en servir pour s'auto-challenger, pour se fournir en nouveaux angles d'attaque. Et c'est ce qu'on voit le plus maintenant dans la rédaction, dans la création de contenu assisté par intelligence artificielle. C'est vraiment ces cas d'usage-là qui sont les plus qualitatifs. Et c'est vraiment vers ça qu'il faut, je crois, s'orienter aussi dans l'enseignement. Et donc, tenir compte de notre paysage, comme tu le dis, mais essayer quand même d'avoir une approche, avoir une gouvernance globale, et puis pouvoir travailler avec le paysage tel qu'il est. Travailler avec ses mais contraintes, en tout cas, je pense qu'on partage cet avis, il faut y aller. En tout cas. Travailler avec les outils définis par son institution, dans un périmètre de protection des données, travailler collectivement avec un plan de formation interne sur comment et auprès de qui on va pousser le déploiement de ces outils, prévoir toujours de l'évaluation et des mesures avec des métriques sur les résultats qu'on va obtenir au niveau des utilisations de ces technologies, et au terme de cela, répéter ce cycle, soit avec une nouvelle vague technologique, soit avec une nouvelle itération de la technologie déjà employée, en essayant d'améliorer la qualité. Et en mettant un peu d'agilité en fait dans tout ça. Ouais, c'est ça l'idée. Je pense qu'on ne dira rien de mieux que ça aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Un immense merci à toi, Sébastien. Comme on l'a dit en début de podcast, on te retrouve sur ta chaîne YouTube. Il y a un site web, il y a une newsletter, on mettra tous les liens, et dans tous les événements, qu'ils soient Ludovia, peut-être qu'on te verra de passage au 7 fin janvier à Namur. Merci en tout cas d'être venu, et ce sera toujours avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté le Skillcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à nous laisser un commentaire. Et si vous avez envie de prolonger la réflexion ou simplement de nous écrire, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn. À bientôt pour un nouvel épisode.